il existe quelque chose de profondément étrange qui se manifeste en 12 points, répartis sur la planète. Ces lieux, connus sous le nom de villes vortex, sont des zones inquiétantes situées sur le tropique du Cancer, le tropique du Capricorne, ainsi qu'aux pôles nord et sud, où semblent opérer des forces mystérieuses. Vous avez sans doute entendu parler du plus célèbre d'entre eux, le triangle des Bermudes. On estime que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont mystérieusement volatilisés. Située entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, cette zone intrigue depuis des décennies. Toutefois, peu de gens savent que le triangle des Bermudes fait partie d'un groupe de 12 zones similaires, dont certaines s'avèrent encore plus effrayantes. Prenons d'abord l'exemple de Mohenjo-Daro, une ville florissante de l'Antiquité située dans l'actuel Pakistan. Édifiée vers 2500 ans avant notre ère, cette cité urbaine accueillait environ 40 000 habitants. Pourtant, pour une raison inconnue, elle a été désertée autour de 1700 ans avant notre ère. Dans les années 40, un archéologue a mis au jour 39 squelettes humains sur le site, ce qui a renforcé l'hypothèse d'une invasion aux mains d'une autre civilisation. Cependant, aucune preuve concluante ne permet de confirmer ce scénario. Face à l'incapacité de l'archéologie à expliquer cette destruction et ces disparitions soudaines, diverses théories extravagantes ont vu le jour, parmi lesquelles l'idée d'une ancienne civilisation extraterrestre et d'un vent malveillant ayant balayé la cité. Un autre mystère similaire entoure le Grand Zimbabwe, une ville bâtie au XIe siècle. À son apogée, elle abritait jusqu'à 18 000 personnes. Néanmoins, elle a été inexplicablement abandonnée au XVe siècle. Les investigations archéologiques menées sur ce site ont permis de révéler des éléments troublants, rendant le mystère encore plus déroutant. On a découvert 8 de ces volatiles, connus sous le nom d'oiseaux du Zimbabwe. Ces sculptures en stéatite étaient placées sur des colonnes de pierre mesurant près d'1 mètre de hauteur. Aucun autre artefact similaire n'a été trouvé ailleurs, et leur signification demeure une énigme complète. Certains avancent que chaque oiseau symbolisait un nouveau roi, tandis que d'autres théories suggèrent qu'ils représentaient des animaux sacrés, particulièrement vénérés par les gens de l'époque. Pour ajouter à l'intrigue, des récits évoquent un étrange personnage de petite taille errant parfois dans les environs, mais qui disparaîtrait toujours avant qu'on ne puisse l'approcher. Un autre site mystérieux est l'île de Pâques, qui fait partie des 12 vortex. Située dans l'océan Pacifique oriental, elle est célèbre pour ses près de 1000 statues monumentales, appelées moai. Leur signification et les méthodes employées pour leur création restent un mystère. Certaines statues atteignent presque 9 mètres de hauteur et peuvent peser jusqu'à 80 tonnes. Aujourd'hui, il serait relativement simple de tailler et de déplacer de telles statues, mais elles remontent à une période comprise entre les années 1100 et 1680. Nul ne sait avec certitude comment les habitants de l'époque s'y prenaient. Certains chercheurs estiment qu'elles auraient été charriées à travers l'île, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été déplacées à l'aide de rondins de bois. Les théories les plus étranges évoquent toutefois l'intervention d'extraterrestres. L'Algérie, également riche en mystères ancestraux, abrite un ensemble fascinant connu sous le nom de Djedars. Ces 13 monuments se distinguent de par leurs bases carrées en pierre et leurs monticules anguleux, construits entre le 4e et le 7e siècle. Pourtant, leur fonction reste totalement inconnue. L'un de ces monuments comportait une inscription en latin, mais elle était si érodée qu'elle s'avérait presque illisible. L'hypothèse la plus répandue est que ces structures servèrent de tombeaux pour des figures royales, bien qu'on ignore précisément qui aurait pu y être enterré. Ce que l'on sait en revanche, c'est que la région est entourée de nombreux mythes relatant des disparitions inexpliquées. Le prochain lieu énigmatique se situe au sud de Tokyo, dans l'océan Pacifique, et porte le nom du Triangle du Dragon. Ce nom vous semble familier? Effectivement, à l'instar du Triangle des Bermudes, cette zone est réputée pour les disparitions inexpliquées de navires et d'avions. L'une des histoires les plus troublantes remonte à 1945, lorsqu'un aéronef y aurait mystérieusement disparu. Le pilote aurait, semble-t-il, envoyé une transmission radio juste avant que l'appareil ne disparaisse, affirmant qu'un phénomène étrange se produisait dans le ciel, comme s'il s'ouvrait ou qu'un événement surnaturel était en cours. Bien que ce récit soit inquiétant, la vérité qui se cache derrière cette histoire
ainsi que d'autres légendes du triangle du dragon, restent encore sujettes à débat. En tapant « Volcan Hamakulia » sur Google Earth, vous le localiserez dans la ceinture de feu d'Hawaï. Toutefois, cet endroit est si mystérieux qu'il est difficile de trouver des informations précises à son sujet. Certaines légendes évoquent la présence d'une énergie électrique inhabituelle dans la région. Une anecdote fascinante rapporte qu'un témoin aurait même vu un avion survoler le volcan avant de disparaître complètement des radars. Un autre phénomène étrange est l'anomalie de l'Atlantique Sud, une zone terrestre où les radiations naturelles sont totalement ingérables. Si cela n'a pas d'impact direct sur notre quotidien à la surface, les effets sur l'atmosphère terrestre sont conséquents. Le rayonnement y est si intense qu'il peut perturber les ordinateurs de bord des engins spatiaux et affecter les données transmises par les satellites traversant cette région. Pour contrer ce problème, des spécialistes ont équipé la Station spatiale internationale d'un bouclier supplémentaire. Cette anomalie est également associée à un phénomène curieux rapporté par les astronautes et connu sous le nom de phénomène visuel des rayonnements cosmiques. Ils décrivent avoir vu des éclats lumineux aléatoires ressemblant à des étoiles filantes dans l'espace, bien qu'il ne s'agisse en fait que d'une illusion. Enfin, du rayonnement aux activités sismiques mystérieuses, le bassin de Wharton, dans l'océan Indien, est un endroit célèbre pour ses événements tectoniques. En avril 2012, un séisme de magnitude 8,6 a secoué cette région, suscitant un grand intérêt scientifique et de nombreuses interrogations. Ce séisme a été considéré comme le plus grand séisme intraplaque jamais enregistré, se produisant au sein d'une plaque tectonique plutôt qu'à ses frontières. Ce phénomène a captivé l'attention des scientifiques, qui émettent désormais l'hypothèse que la région pourrait être en train de créer une nouvelle frontière entre les plaques australiennes et indiennes. Toutefois, ce mystère demeure pour le moment non élucidé. Dirigeons-nous maintenant vers l'océan Pacifique, et plus précisément vers la fosse des Nouvelles-Hébrides. Cette immense fosse sous-marine s'étend sur environ 1200 km de long et 70 km de large. Elle s'est formée lorsque la plaque australienne a plongé sous celle des Nouvelles-Hébrides. Cet endroit, parmi les plus profonds et inquiétants de l'océan, ne manque pas d'éveiller l'imagination. Mais les dangers de cette zone ne se limitent pas aux abysses. La fosse des Nouvelles-Hébrides est associée à plusieurs séismes ayant touché la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. De plus, certaines observations intriguent les chercheurs. Par exemple, aucune trace de grenadier, l'un des poissons abyssaux les plus répandus, n'a été relevée lors des explorations scientifiques. Pourquoi ce poisson fait-il défaut dans cette fosse spécifique? Peut-être détient-il des réponses que nous ignorons encore. Passons maintenant aux deux derniers villes vortex, le pôle Nord et le pôle Sud. Ces deux endroits, situés aux extrémités opposées de la planète, partagent une caractéristique commune, des disparitions mystérieuses. L'un des cas les plus célèbres au pôle Nord remonte à 1897. Trois intrépides explorateurs, tentant d'atteindre le pôle en montgolfière, n'ont jamais terminé leur périple. Leur disparition demeure aujourd'hui l'un des mystères les plus captivants de l'histoire de l'exploration arctique. Quant au pôle Sud, il est également nimbé de mystères. On estime que des centaines de personnes pourraient reposer sous les couches de neige et de glace de ce continent glacial. Malgré les progrès technologiques, cette région reste dangereusement hostile. Les températures y descendent jusqu'à moins 90 degrés Celsius et les vents peuvent souffler à des vitesses atteignant les 320 km à l'heure. Des conditions extrêmes qui justifient amplement la prudence. Enfin, maintenant que vous êtes familier des 12 villes vortex, voici un détail encore plus surprenant. En observant une carte en détail, on remarque que ces lieux mystérieux semblent répartis selon un schéma global étonnamment régulier. En connectant ces points marqués par des phénomènes inexpliqués, on obtient une figure géométrique, un icosaèdre, plus connu des rôlistes sous le nom de Devingt. Cette coïncidence, si c'en est une, ne fait qu'ajouter au mystère de ces lieux fascinants. Il y a des milliers d'années, un imposant météore de 2 millions de tonnes a percuté la Terre à une vitesse d'environ 90 000 km/h. Cet impact colossal a effectivement donné naissance au lac de Lonar dans le Maharashtra. Vu du ciel, ce lac pourrait sembler ordinaire, mais le sable qui l'entoure est magnétique, ce qui perturbe les instruments de navigation. Avant tout, il s'agit d'un lac sodique. Et non, il n'est pas rempli de soda, mais ce terme désigne simplement un lac alcalin. Son niveau de pH varie entre 9 et 12.
alors que la gamme de pH confortable pour les humains est entre 6,5 et 8,5. Par conséquent, il est fortement déconseillé de s'y baigner, et encore moins d'en boire l'eau. Une petite dépression circulaire située à environ 700 mètres du lac principal aurait été, selon certains, causée par un fragment du météore d'origine. À proximité, un temple dédié à Hanuman abrite une statue taillée dans la roche, réputée pour dégager de puissantes vibrations magnétiques. En outre, les agriculteurs locaux puisent de l'eau dans le lac Ambar. Ce lac est parfois désigné sous le nom de Chota Lonar, ce qui signifie le petit Lonar. Ce cratère quasiment ovale est l'un des rares cratères naturels au monde, constitué entièrement de basalte, une roche volcanique sombre et finement granulée. L'eau y est 7 fois plus salée que celle des océans, et le lac peut occasionnellement prendre une teinte rose en raison de certaines bactéries. À chaque fois que vous ouvrez un robinet pour remplir un verre, l'eau s'écoule de haut en bas sous l'effet de la gravité, bien entendu. Il est difficile d'imaginer le phénomène inverse. Pourtant, certaines cascades semblent défier la gravité en remontant. Ces cascades inversées se produisent lorsque des vents puissants, de plus de 70 km/h, soufflent dans le sens opposé de la chute d'eau, propulsant celle-ci vers le haut. Ce phénomène spectaculaire survient surtout durant les mois d'automne et d'hiver, où les vents sont souvent plus violents. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les cascades inversées ne sont pas si rares, et on peut en observer sur tous les continents, de l'Australie à l'Inde, en passant par le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Australie, dans des régions comme celle de Sydney, la côte centrale et le parc national Royal, des vents à près de 70 km/h peuvent faire remonter l'eau des chutes. Ce phénomène s'explique uniquement par la force du vent à cette vitesse. Oubliez donc tous les mythes farfelus liant ce phénomène à l'hémisphère sud. L'idée, par exemple, que l'eau des toilettes y s'écoule dans le sens opposé n'est qu'une légende urbaine. En Inde, près de Bombay, et dans des endroits comme la vallée de Sandan ou les collines d'Amboli, les cascades sont repoussées vers le ciel pendant la mousson. Et dans les îles Féroé, ce phénomène spectaculaire se produit régulièrement, grâce à la géographie unique de la région et au vent puissant de l'Atlantique Nord. La colline magnétique du Ladakh, en Inde, est un site intrigant, niché à environ 4300 mètres d'altitude le long de l'autoroute de Srinagar-Leh, à 26 km seulement de la ville de Leh. Cette colline défie la gravité de façon mystérieuse. Les véhicules, laissés au point mort, semblent monter d'eux-mêmes. Cette anomalie attire les visiteurs du monde entier et alimente des légendes locales qui y voient une passerelle entre la terre et le ciel. La période idéale pour visiter s'étend de juin à septembre, quand les conditions sont parfaites et l'illusion d'optique est à son apogée, généralement entre 8 et 17 heures. Au Brésil, il existe une rue appelée Rua do Amendoim qui intrigue tous ceux qui l'empruntent, à pied comme en voiture, en raison de son effet insolite. Affectueusement surnommée la rue de l'Arachide par les habitants du coin, elle ne manque jamais de places de stationnement. Les voitures garées sans enclencher le frein à main commencent spontanément à rouler en montée, gagnant peu à peu en vitesse. De nombreuses théories circulent pour expliquer ce phénomène inhabituel. Certains prétendent que la colline serait hantée, tandis que d'autres croient qu'un gisement de fer attirerait les voitures vers le haut comme un aimant. En réalité, ce phénomène n'est qu'une illusion d'optique. La rue semble en pente ascendante, mais présente en fait une légère déclivité vers le bas. Les voitures qui paraissent monter descendent, en fait. Cela n'a pourtant pas découragé les visiteurs, qui continuent de filmer cette curiosité avec enthousiasme. Nichée sur la superbe côte de la mer Noire, Oureki est une paisible station balnéaire, réputée pour ses sables magnétiques uniques, orientés vers le bien-être et la santé. Ces sables, reconnus pour leurs vertus curatives depuis le 19e siècle, sont utilisés pour soulager divers troubles de santé. La particularité des sables d'Oureki réside dans leur richesse en minéraux, tels que la magnétite et le quartz. Avec une teneur magnétique d'environ 23%, leur champ magnétique est nettement plus intense que celui du sable ordinaire. Les lumières de Hesdalen sont des orbes mystérieux visibles sur un tronçon de 11 km dans la vallée du même nom, au cœur de la Norvège. Ces phénomènes lumineux, observés depuis les années 30, peuvent apparaître aussi bien de jour que de nuit, généralement éclatantes de blanc, de jaune ou de rouge. Ces lumières peuvent planer, se déplacer rapidement ou osciller doucement dans les airs. Leur manifestation dure de quelques secondes à plus d'1 heure.
Bien qu'il y ait eu un pic d'observation entre 1981 et 1984, la fréquence a chuté pour atteindre environ 10 à 20 apparitions annuelles depuis 2010. Des groupes de recherche, comme le projet Hessdalen, mènent depuis 1983 diverses investigations, alliant études de terrain et recherches scientifiques, afin de percer le mystère de ces lumières. Quant à leur origine, le mystère demeure. Certaines apparitions ont été attribuées aux reflets des phares des voitures, ou à des objets astronomiques. Une théorie propose qu'elles proviendraient d'une réaction chimique impliquant la poussière en suspension issue des mines locales. Une autre hypothèse avance qu'il s'agirait d'amas de particules interagissant spécifiquement en raison des particularités géologiques de la région. Certains scientifiques émettent par l'hypothèse que ces lumières pourraient être générées par un effet piézoélectrique dû à la composition rocheuse de la vallée. D'autres avancent l'idée d'interactions complexes entre les ondes électromagnétiques et les particules de poussière, ce qui expliquerait les formes et les couleurs singulières de ces apparitions lumineuses. La poussière du Sahara, qui a même atteint certaines régions du Royaume-Uni et recouvert les voitures d'une couche rougeâtre, est composée de minéraux naturellement magnétiques. Le 7 septembre 2023, plusieurs personnes ont remarqué que leurs véhicules étaient couverts de taches rougeâtres en raison de la poussière soufflée depuis le Sahara. Une vidéo partagée sur Facebook montrait une personne utilisant un aimant pour retirer la poussière de sa voiture. Un commentateur s'est d'ailleurs emporté, affirmant « Si vous voulez savoir ce qui est tombé hier soir, prenez simplement un aimant et regardez ça », insistant sur le fait que c'était du métal et pas du sable. Naturellement, cette découverte a suscité des discussions sur le lien éventuel entre les propriétés magnétiques de cette poussière et les fameux chemtrails. Mais devinez quoi? Les experts sont clairs. Ce magnétisme est tout à fait normal pour la poussière saharienne. D'après le professeur Barbara Maher du Centre de magnétisme environnemental et de paléomagnétisme de l'Université de Lancaster, la poussière transporte un mélange de particules provenant du sol africain et de polluants atmosphériques en route vers l'Europe et le Royaume-Uni. La couleur rouge provient de l'hématite, un minéral faiblement magnétique. Certes, la poussière peut emporter des particules magnétiques d'origine humaine en chemin, mais les scientifiques précisent que celles-ci sont généralement bien moins abondantes que celles d'origine naturelle. L'idée des chemtrails, selon laquelle des avions pulvériseraient délibérément des substances nuisibles, repose sur des théories complotistes qui sont le plus souvent réfutées. En résumé, la présence de particules magnétiques dans la poussière saharienne, comme l'hématite qui lui donne sa teinte rougeâtre, ne soutient en aucun cas une telle théorie. Ne pas avoir accès à Internet en 2024 semble assez peu commun, non? Lorsqu'on parle d'accès à Internet, cela se résume principalement à des connexions filaires, des réseaux mobiles, ainsi que des satellites. Les câbles à fibre optique relient la majeure partie du monde, à l'exception de l'Antarctique, ainsi que de nombreuses petites îles. Les réseaux mobiles sont également très répandus, et même dans des régions éloignées comme le Sahara, on peut parfois trouver un accès limité. Pour ceux qui vivent dans des zones rurales, l'Internet par satellite reste souvent la meilleure option, bien que plus lent. Cependant, il existe encore quelques lieux véritablement isolés. Les cavernes profondes, comme le gouffre Krubera-Voronja en Géorgie, ne bénéficient pas de connexion en raison de leur profondeur. Et sous l'océan, les signaux ont du mal à se frayer un chemin, rendant l'accès à Internet soit faible, soit inexistant. Vous serez surpris de découvrir les incroyables trouvailles qu'une simple exploration sur Google Maps peut permettre. C'est le cas de cet individu qui, en observant un cratère inhabituel, pourrait bien avoir réalisé une avancée scientifique majeure. En 2024, le Canadien Joël Lapointe prévoyait une randonnée dans sa région natale. Il a ouvert Google Earth et s'est intéressé à la région de la côte nord du Québec. C'est alors qu'il a remarqué une structure insolite, parfaitement arrondie. La dimension de cette structure était impressionnante, environ 15 km d'un point à l'autre, avec un lac adjacent. Il n'a pas tardé à faire une capture d'écran et à envoyer l'image à un géophysicien français pour obtenir un avis éclairé. La plupart du temps, ce type d'image s'avère sans intérêt. Parfois, ce sont même de simples artefacts de Google Earth. Pourtant, il fut surpris en découvrant la réponse du scientifique. Selon le géophysicien, la topographie suggérait que la pointe venait peut-être de mettre au jour la zone d'impact d'une météorite. Les points d'impact sont particulièrement difficiles à identifier. Présents depuis des millions d'années, leur forme a souvent été profondément altérée par l'érosion. Ces zones, désignées par les scientifiques comme des structures d'impact, sont en général circulaires ou en forme de cratères,
et sont constitués de roches mères déformées par l'impact d'une météorite. Le problème est le suivant, les parois immenses formées autour de ces cratères peuvent facilement être confondues avec des chaînes de montagnes, ce qui a déconcerté le baroudeur canadien. Cependant, le géophysicien qui a étudié ce cas lui a redonné de l'espoir. Cette formation particulière au Québec avait été classée comme un type de formation volcanique. Or, après que Lapointe a remis ce sujet sur le devant de la scène, les scientifiques ont dû approfondir leurs recherches pour parvenir à la vérité. Jusqu'à cette récente découverte, on n'imaginait pas d'autre cause que les volcans pour expliquer la particularité de la région. Cela est en fait courant, car d'autres phénomènes comme le volcanisme ou les dolines peuvent facilement être confondus avec des cratères d'impact. Afin de vérifier, les chercheurs ont collecté des échantillons du site, une méthode plus fiable pour déterminer si une météorite y a effectivement frappé. Lorsqu'une météorite frappe la Terre, elle apporte avec elle des minéraux uniques provenant de l'espace. C'est ce qui rend les cratères d'impact si fascinants. Ils révèlent un lien direct entre notre planète et l'univers qui l'entoure. À ce jour, les scientifiques ont catalogué la majorité des minéraux présents sur notre planète. Dans la recherche de structures d'impact, ils recherchent habituellement des minéraux comme la tahénite et la kamacite, qui ne se trouvent que dans les météores. Le plus grand cratère d'impact connu au monde est celui du dôme de Vredefort, en Afrique du Sud, formé il y a environ 4 milliards d'années. L'astéroïde à l'origine de ce cratère est considéré comme l'un des plus imposants à avoir jamais frappé la Terre. Lorsque des chercheurs canadiens ont reçu les relevés effectués sur place, ils ont confirmé la présence de zircon, un minéral souvent associé aux zones d'impact. Bien qu'il soit impossible de garantir que Lapointe ait véritablement découvert un cratère d'impact, les chercheurs organisent une mission de recherche dans la région pour en avoir le cœur net. Si cela s'avérait exact, ce serait une découverte d'importance majeure, la dernière ayant eu lieu en 2013. Une autre découverte captivante nous vient d'un adolescent de 15 ans. William Ghadouri, lui aussi canadien, nourrissait une passion inexplicable pour la recherche de cités mayas oubliées. Contrairement à l'histoire précédente, William avait une démarche méthodique et un objectif précis. Il avait lu de nombreux ouvrages sur cette civilisation et était persuadé que les Mayas avaient érigé leur ville en fonction des étoiles. Il a donc ouvert un livre et cartographié toutes les cités déjà mises au jour. C'est alors qu'il fit une observation capitale. Dans la péninsule mexicaine du Yucatan, les archéologues avaient promptement découvert 2 cités mayas. Pourtant, la carte des constellations montrait 3 étoiles. Il se demanda si cela ne signifiait pas qu'une 3e ville, encore inconnue, pouvait se trouver à proximité. William Ghadouri est aujourd'hui reconnu comme un prodige scientifique et a même reçu un prix pour sa théorie des constellations. Lorsqu'il s'aperçut qu'une ville semblait manquer dans la 23e constellation étudiée, il entreprit des recherches sur Google Earth, en espérant trouver des images satellites pour résoudre ce mystère. Les progrès des technologies satellitaires avaient déjà apporté un nouvel éclairage sur des cités mayas depuis longtemps oubliées, telles que Tikal, située au cœur de la jungle guatémaltèque et considérée comme la capitale de l'ancien empire maya. Plein d'espoir, Ghadouri contacta donc un ami qui travaillait au sein de l'agence spatiale canadienne pour éprouver sa découverte. Fort de ses précédentes distinctions, il bénéficiait de relations haut placées. Et c'est alors que les choses prirent un tournant inattendu. Les images révélaient une vaste zone carrée, située à la frontière entre le Mexique et le Belize, ressemblant aux vestiges d'une ancienne cité. William a soumis ces images à un spécialiste en télédétection. Ensemble, ils les ont examinées en détail et en ont conclu que la zone pourrait abriter une 30aine de bâtiments, ainsi qu'une grande pyramide. Ghadouri a baptisé cette nouvelle cité la Bouche de Feu. Toutefois, sa théorie a suscité de vives critiques au sein de la communauté archéologique, où de nombreux experts en civilisation maya se sont employés à invalider ces découvertes. Selon les spécialistes, les théories basées sur les constellations manquent de rigueur scientifique. Des anthropologues et astronomes réputés ont qualifié la démarche de Ghadouri de simple exercice d'imagination créative. Pourtant, qu'un adolescent de 15 ans ait pratiquement mis au jour une cité maya perdue demeure un fait remarquable, vous en conviendrez. Quant à ces petits points visibles sur les images de Google Earth, il s'agit de curieux cercles tachetés découverts en plein désert algérien. Un YouTuber, en naviguant sur Google Earth, les a repérés et a constaté que leur origine était sujette à controverse depuis plusieurs années. Il a d'abord pensé à une anomalie des images satellites. Ces cercles, au nombre de plusieurs dizaines, s'étendent sur des kilomètres en ligne droite. Éloignés de toute ville, route ou activité humaine,
Leur présence soulève la question de savoir s'ils sont d'origine humaine ou naturelle. Pour résoudre ce mystère, le YouTuber a interrogé les responsables des photographies de Google Earth. Il a appris qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une anomalie. Ces cercles existent bel et bien et apparaissent sur des clichés pris à plusieurs années d'intervalle. Au départ, il a considéré que ces cercles pouvaient être liés à une activité pétrolière. Étant donné la richesse de l'Algérie en hydrocarbures, cette hypothèse paraissait logique. Les entreprises procèdent souvent à des relevés sismiques pour déterminer si une zone est exploitable, en envoyant des ondes de choc dans le sol afin d'analyser la façon dont elles se répercutent, révélant ainsi ce qui se trouve sous la surface. Toutefois, une autre explication restait possible. Le Sahara étant une région extrêmement aride, avec des températures moyennes estivales dépassant les 40 degrés, les populations locales doivent s'adapter pour accéder à l'eau. Il a donc émis une seconde hypothèse. Ces cercles pourraient être les vestiges d'anciens puits. Cependant, après avoir consulté un spécialiste, il a découvert que cela ne pouvait pas être le cas. On peut observer certaines de ces constructions traditionnelles dans d'autres zones sur Google Earth, mais leur apparence diffère grandement des mystérieux cercles en question. Décidé à élucider le mystère, il s'est rendu en Algérie, parcourant 160 km dans le désert. Une fois sur place, il découvre un vaste cratère creusé dans le sable, entouré de 12 petites trous. Cette disposition lui évoquait une sorte d'ancêtre de nos horloges modernes. Il a aussi repéré quelque chose d'invisible sur Google Earth, de fins fils métalliques. En creusant dans le sable avec son équipe, il a découvert de la vieille dynamite, ainsi que des boîtes de sardines. Apparemment, elles détenaient la clé du mystère. Les cercles du Sahara, comme ils sont désormais connus, n'étaient pas des vestiges d'anciens relevés sismiques, puisque cette technologie n'existait pas à l'époque où ils furent réalisés. Cependant, ils étaient bel et bien liés à l'exploration pétrolière. Les trous de dynamite servaient autrefois de méthode de prospection, tandis que ces boîtes de sardines témoignaient du passage des ouvriers. Et voilà, encore un mystère de Google Earth résolu. Vous pouvez enfin envoyer le dernier rapport de la journée et respirer. Le week-end pointe le bout de son nez. Mais alors que vous êtes sur le point d'appuyer sur « Envoyer », un grondement sourd sous votre bureau vous effraie. Est-ce le tramway qui passe? Non, malheureusement, c'est un volcan que vous sentez. Quoi, ici, en Arizona? Eh oui, le sol ne cesse de bouger dans cette région, nous rappelant que la Terre est vivante. Mais ne paniquez pas. Voici un peu de contexte. 20 États américains possèdent des volcans éteints, actifs ou dormants. Parmi ces États, on trouve la Californie, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah et le Colorado. Les volcans de l'Arizona sont actuellement en sommeil, mais cela ne signifie pas qu'ils ne se réveilleront pas dans un avenir proche ou pas si proche. Alors, que diriez-vous de vous rendre en Arizona à la découverte des traces de son passé volcanique? Elles parsèment les paysages désertiques de cet État comme les taches sur le pelage d'un dalmatien. Il existe des champs volcaniques entiers au sud-ouest de Phoenix, à l'est de Douglas, près de Flagstaff, au nord de Kingman et près de la frontière mexicaine. Le plus inquiétant, c'est que bien que ces champs ne soient pas actifs actuellement, des éruptions se produisent dans cette région tous les 1000 ans environ, et il semble que le temps soit écoulé. La dernière éruption volcanique majeure et destructrice s'est produite il y a environ 1000 ans au Sunset Crater, un endroit qui mérite notre attention. Nous en parlerons un peu plus tard. Tout d'abord, nous devons parler des points chauds. De quoi s'agit-il, vous demandez-vous? Dans notre contexte volcanique, un point chaud est un endroit où des quantités folles de chaleur font fondre la croûte terrestre, la fine couche extérieure de la Terre, et donnent naissance au volcan. Cette chaleur provient du manteau, qui se trouve entre le noyau dense et surchauffé de notre planète et la croûte. Vous voulez voir un exemple de ce type de volcanisme? Bienvenue à Hawaï. La grande île a des volcans actifs parce qu'elle est actuellement située au sommet du point chaud hawaïen. Les îles hawaïennes plus anciennes ont connu ça autrefois, mais elles ont fini par dériver vers le nord-ouest. Cela s'est produit parce que la croûte océanique sur laquelle elles reposaient, à savoir la plaque du Pacifique, s'est déplacée. Maintenant,
Regardez les bassins océaniques de notre planète. Ils sont littéralement parsemés d'îles situées directement au-dessus de points chauds, comme Hawaï, l'Islande, les Samoa. Les Galapagos sont probablement les exemples les plus célèbres. Mais n'allez pas croire que les continents ne peuvent eux aussi posséder leurs points chauds. C'est bien le cas, mais c'est beaucoup moins courant. L'un des points chauds continentaux les plus célèbres est... Ah, je parie que vous le connaissez. Celui qui se trouve sous la caldeira de Yellowstone. Au fait, une caldeira est un vaste cratère volcanique, notamment formé à la suite d'une éruption massive qui a entraîné l'effondrement de l'embouchure d'un volcan. Le point chaud de Yellowstone est à l'origine du geyser Old Faithful et des autres sources d'eau chaude et mares de boue qui font la renommée de ce parc national. À propos d'Old Faithful, nous allons faire un petit détour pour nous intéresser à cette merveille de la nature. Il s'agit de l'un des geysers les plus célèbres au monde. Depuis plus d'un siècle, les gens viennent du monde entier pour l'admirer. Ce qui est intéressant avec ce genre de geyser, c'est qu'ils ne peuvent se former que dans des conditions très particulières. Voilà pourquoi ils sont si rares. Le magma sous la surface surchauffe des poches d'eau souterraines. La pression augmente progressivement, et un jour, l'eau jaillit avec une force inouïe. Une certaine roche volcanique, la rhyolite, à forte teneur en silice, tapisse le tunnel par lequel l'eau s'échappe. En fait, elle forme une conduite capable de résister à la pression immense et à la chaleur incroyable de l'éruption d'eau, si spectaculaire vue depuis la surface. Old Faithful est le tout premier geyser à avoir été baptisé à Yellowstone. Si vous visitez le coin et que vous vous attendez à ce qu'il se manifeste toutes les heures, vous serez déçu. En moyenne, ce geyser entre en éruption toutes les 91 minutes environ, ce qui n'est quand même pas si mal. De plus, vous pouvez télécharger une application spéciale qui vous donnera l'heure approximative de la prochaine éruption. Mais soyez très prudent lors de votre visite et restez à l'écart du site. L'eau qui jaillit de ce puissant geyser atteint les 95 °C. Et sa vapeur est encore plus brûlante, jusqu'à 176 °C. Assez chaud pour faire cuire un gâteau. Mais revenons à nos points chauds. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il y a si peu de points chauds volcaniques sur la croûte continentale. L'une des raisons pourrait être que cette croûte est beaucoup plus épaisse que celle qui tapisse les océans, 4 fois plus épaisse en moyenne. Une autre raison pourrait être que la majeure partie de la croûte terrestre, environ les 2/3, est océanique. Que tout naturellement, donc, plus il y a de croûte, plus il y a de points chauds. Je parie que ceux d'entre vous qui vivent en Arizona apprécieront l'information suivante. Nous allons parler d'un champ volcanique situé en plein cœur de cet État, le champ volcanique de San Francisco. Il s'agit d'une vaste zone comptant plus de 600 volcans. Certes, la plupart d'entre eux sont petits, mais ils n'en sont pas moins impressionnants. Ils sont dispersés sur 4660 km² dans le nord de l'Arizona, un territoire gigantesque. Il est intéressant de noter que les scientifiques ne s'entendent toujours pas sur la question de savoir si ce champ volcanique est réellement situé au-dessus d'un point chaud. Mais ils s'accordent sur un point. Les volcans de cette région sont de plus en plus jeunes à mesure que l'on se dirige vers l'est. Et ce schéma correspond au déplacement de la plaque nord-américaine vers l'ouest, au-dessus de ce qui pourrait être un point chaud stationnaire sous la surface de notre planète. Génial, non ? Le tumulte volcanique dans cette zone a commencé il y a environ 6 millions d'années. En termes géologiques, c'est donc relativement récent. Quant à la dernière éruption, elle s'est produite il y a moins de 1000 ans. Le Sunset Crater, que j'ai déjà mentionné, celui qui se trouve près de Flagstaff, est l'évent le plus célèbre de cette éruption. Le peuple Sinagua a dû quitter ses maisons de Wupatki Pueblo à cause de la catastrophe. Ce site fait aujourd'hui partie du Wupatki National Monument. Vous pouvez y voir comment les gens vivaient dans cette région volcanique il y a de nombreuses années. Si vous explorez ce territoire, vous remarquerez que la plupart des volcans sont des cônes de cendres basaltiques, petits et escarpés. Le plateau du Colorado connaît des conditions climatiques assez sèches. C'est pourquoi les volcans ne se sont pas beaucoup érodés. Certains des plus beaux spécimens, comme celui-ci, qui porte le nom de SP Crater, donnent l'impression d'être apparus hier seulement. Mais regardez autour de vous. Il n'y a pas que des cônes de cendres. Le champ volcanique de San Francisco compte également un stratovolcan, ainsi que des dômes de lave formés à partir de roches volcaniques, rhyolite et dacite.
contenant plus de silice que de basalte, à l'inverse de ce que l'on trouve à Hawaï par exemple. Ces roches sont plus épaisses et ne s'écoulent pas aussi facilement. Quoi qu'il en soit, le stratovolcan sera l'un des sites les plus spectaculaires que vous découvrirez au cours de votre visite sur ce champ volcanique. Enfin, pas le stratovolcan lui-même, mais les San Francisco Peaks, qui forment les vestiges de cette immense formation. Ils s'élèvent à plus de 3840 mètres, soit 4 Burj Khalifa et demi placés les uns au-dessus des autres. Ces pics constituent donc l'un des principaux points de repère du nord de l'Arizona. Ils sont non seulement impressionnants, mais également sacrés pour les Amérindiens qui vivent dans la région depuis de nombreuses générations. Contrairement au volcan superactif d'Hawaï, le champ volcanique de San Francisco prend son temps. Des milliers d'années s'écoulent entre deux éruptions. Mais ne vous détendez pas tout de suite. Les géologues affirment qu'une nouvelle éruption est susceptible de se produire prochainement. Elle se produira probablement dans la partie orientale du champ, loin des grandes villes. Ouf! Et si cette nouvelle éruption ressemble à celle qui a formé le Sunset Crater, ce sera un véritable spectacle. Des fontaines et des rivières de lave. Mais tout ça pourrait ne pas survenir avant plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires. D'ici là, le champ volcanique de San Francisco restera un joyau caché de l'histoire volcanique de la Terre, et nous sommes impatients d'assister à son impressionnant éveil. Il existe sur notre planète un lieu si périlleux que même les créatures les plus redoutables d'aujourd'hui n'y survivraient mal pas un instant. Ce site se trouvait autrefois dans l'actuelle région du sud-est marocain, connu sous le nom de plateau de Kemkem. L'histoire de cet endroit remonte à environ 100 millions d'années, à l'époque du Crétacé. À première vue, on aurait pu croire à un lieu enchanteur, une forêt luxuriante, des rivières étincelantes sous la lumière du soleil, jusqu'à croiser un dinosaure effroyable. Les lions ou les requins actuels ne font pas le poids face aux révélations des fossiles. La région des Kemkem était dominée par des prédateurs redoutables, dont 3 des dinosaures carnivores les plus gigantesques jamais découverts. Prenons le spinosaure, par exemple. Ce dinosaure dépassait tout ce que l'on pourrait imaginer. Une créature mi-reptile, mi-monstre, atteignant plus de 15 mètres de hauteur, surpassant ainsi le tyrannosaure. Doté d'un museau évoquant celui d'un crocodile et d'une voile dorsale, il régnait sur les forêts. Mais ce redoutable prédateur savait aussi nager, rendant les eaux tout aussi dangereuses. Il capturait des poissons gigantesques, comme s'il les cueillait d'un simple geste des eaux peu profondes. Il y avait également le Carcharodontosaurus, un carnivore dont le nom signifie « lézard aux dents de requin ». Ses dents, aussi tranchantes que des rasoirs, déchirèrent la chair avec une facilité glaçante. Ce colosse, presque aussi grand qu'une maison, surpassait en vitesse, en puissance et en agressivité la plupart des créatures ayant foulé la terre. Enfin, le Deltadromeus, un dinosaure à l'apparence de rapace conçu pour la vitesse, traquait ses proies tel un ninja, rapide et d'une précision redoutable. Oh, et les cieux n'étaient pas en reste, peuplés de ptérosaures voltigeants. Souvent confondus avec des dinosaures volants, ces êtres appartenaient pourtant à une autre catégorie, plus précisément apparentés à de proches cousins des dinosaures. Ces reptiles majestueux survolaient les Kemkem avec une envergure atteignant jusqu'à 9 mètres. Leurs doigts étaient dotés d'une membrane, avec un 4e doigt, rappelant celui des chauves-souris. Leur squelette, d'une légèreté remarquable, leur permettait de planer avec une aisance extraordinaire. Mais les dinosaures n'étaient pas les seuls responsables de l'atmosphère terrifiante des Kemkem. Les eaux dissimulaient, elles aussi, de redoutables dangers, d'immenses poissons et des créatures proches des crocodiles. Leurs mâchoires, capables de broyer les eaux, guettaient sous la surface, prêtes à fondre sur toute proie malchanceuse. Parmi ces créatures aquatiques, on trouvait le Sarcosuchus, surnommé Super Croc. Ce redoutable reptile, long de 12 mètres, aurait aisément pu engloutir un humain. Mieux encore, il était capable de s'attaquer à un dinosaure adulte et d'en sortir victorieux. Ses mâchoires, d'une puissance effrayante, ne laissaient aucune chance à ses proies, pas même aux spinosaures. Les Kélacantes fréquentaient également les rivières. Ces prédateurs redoutables pouvaient engloutir sans difficulté un poisson de grande taille. Ils étaient dotés de nageoires intrigantes, qui reproduisaient des mouvements similaires à ceux de nos bras et de nos jambes. De plus, une articulation particulière dans leur crâne
leur permettait de lever la tête, rappelant étrangement un comportement humain. Fait étonnant, nous pensions que ces créatures avaient disparu il y a 66 millions d'années, en même temps que les dinosaures. Mais récemment, elles ont été redécouvertes dans l'océan Indien, où elles prospèrent encore aujourd'hui. Elles avaient simplement trouvé refuge dans les profondeurs et n'ont probablement jamais remarqué ni l'impact de l'astéroïde ayant décimé les dinosaures, ni même l'apparition de l'homme. Rassurez-vous, au fil de millions d'années, ces créatures ne sont devenues pratiquement inoffensives. Leur taille a rétréci de 4 à 5 fois, bien qu'elles pèsent encore environ 90 kilos. Imaginez leur envergure à l'époque. Les eaux des Kemkem abritaient également d'énormes dipnustes et d'autres créatures aquatiques effrayantes. Boire ou se baigner dans ces rivières était donc une entreprise risquée, où l'on pouvait à tout moment être attaqué. Quel lieu incroyable! Même les tortues atteignaient là-bas la taille de voitures. Imaginez-vous survivre dans un monde où ces créatures gigantesques semblaient omniprésentes. Ce qui rendait cet endroit unique, ce n'était pas seulement la taille impressionnante de ces bêtes, mais surtout la densité exceptionnelle de prédateurs qui y régnaient. Vous pourriez penser qu'il est improbable qu'un si grand nombre de prédateurs puissent cohabiter dans un même endroit, et vous auriez raison. Les proies y étaient rares. Cela rend la situation encore plus effrayante. Ces prédateurs arpentèrent la région, traquant la moindre trace de vie, et lorsqu'il n'y avait plus rien à chasser, ils se retournaient les uns contre les autres. Depuis des années, les scientifiques tentent de comprendre cette situation. Était-ce une caractéristique de cette époque, où toutes les régions du globe semblaient aussi dangereuses? Ou bien cet endroit avait-il quelque chose de particulier? Certains suggèrent que nous n'aurions trouvé que des fossiles de prédateurs, car les animaux les plus paisibles auraient disparu, et que les relevés fossiles seraient ainsi biaisés. Mais au final, le mystère reste entier. L'environnement était tout aussi captivant que les créatures qui y vivaient, bien que légèrement plus hospitalier. Imaginez, ce désert, aujourd'hui aride, était autrefois un paradis vert, humide et parcouru de rivières. Le soleil brûlait intensément la terre, et le climat y était tellement chaud que même les pôles étaient tempérés. Le temps était extrême, alternant entre des saisons de sécheresse et des tempêtes violentes qui façonnaient à la fois le paysage et la vie. D'immenses rivières traversaient ce territoire, sculptant leur chemin depuis le Sahara jusqu'à l'ancien océan Thétis, au nord. Si vous aviez pu observer ce panorama, vous auriez vu des bassins gigantesques interconnectés, et au-delà, l'Atlantique central. Les plaines inondables s'étendaient sous un ciel écrasant de chaleur. Ces rivières étaient imprévisibles, calmes et paisibles un jour, puis déchaînées comme des bêtes en furie le lendemain. Au début, ces cours d'eau étaient d'une puissance impressionnante, creusant de profonds canaux et formant d'immenses bancs de sable. Mais, avec le temps, leur débit a ralenti, et le paysage s'est métamorphosé, d'étangs peu profonds à des étendues de sel. L'eau, en se retirant progressivement, a laissé derrière elle une mosaïque de zones humides et de cours d'eau paisibles. De nos jours, les Kemkem sont devenus un vaste désert rocheux où le temps semble figé depuis des millions d'années. Si vous vous y aventuriez, vous découvririez une immense falaise escarpée, sa surface rocheuse serpentant à la frontière entre le Maroc et l'Algérie, baignée par la lumière crue et implacable du soleil. Sous vos pieds se cacheraient des strates d'histoire fossilisées, l'une des raisons pour lesquelles cet endroit a tant captivé les scientifiques. Ce site abrite probablement l'une des collections de fossiles les plus riches et les plus complètes d'Afrique du Nord. Certes, d'autres régions d'Afrique, comme la formation de Baharia en Égypte, ont également livré des fossiles. Mais elles n'apportent pas autant d'informations sur la vie de cette époque que le site des Kemkem. Cela s'explique par la présence des rivières mentionnées plus tôt. Dans les zones plus chaudes et arides, ces cours d'eau se sont soit érodés, soit enfouis sous le sable. Les premières découvertes des Kemkem remontent à la fin des années 40, lorsqu'un géologue du nom de George Schubert a mis au jour des fossiles de poissons osseux le long de l'escarpement près de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Quelques années plus tard, le paléontologue René Lavocat a véritablement élargi le champ des découvertes. Voyageant à dos de dromadaire, il a exploré le paysage désertique et dévoilé un véritable trésor de fossiles. Il découvrit le squelette partiel d'un gigantesque dinosaure herbivore. Enfin, une créature paisible dans les Kemkem. Ce colosse au long cou arpentait les anciennes vallées fluviales
et se nourrissait de feuillage comme un paisible herbivore. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques n'ont entrepris que de modestes expéditions de fouilles, dévoilant ici et là quelques découvertes modestes. Puis, dans les années 70, le paléontologue allemand Helmut Alberti a conduit son équipe dans les Kemkem. C'est à ce moment-là que tout a pris une tournure spectaculaire. Ils ont découvert des fossiles de poissons préhistoriques, de crocodiles, de dinosaures, ainsi que des fragments du célèbre spinosaure. Imaginez la joie des scientifiques de cette expédition. À partir du milieu des années 90, le domaine des fossiles a connu une véritable révolution. De nouvelles et impressionnantes espèces ont été identifiées dans les Kemkem. Au fil des années, le rythme des découvertes n'a cessé de s'intensifier. Les paléontologues, munis de techniques et d'outils avancés, ont mis au jour plus de fossiles que jamais auparavant. Et ce n'est que le début. Lorsque vous évoquez vos projets de voyage à Tristan da Cunha, il est fort probable que vos amis ignorent totalement l'emplacement de cette île lointaine. Rien d'étonnant à cela. Tristan da Cunha est reconnu comme l'archipel habité le plus reculé de la planète. La terre peuplée la plus proche, Sainte-Hélène, se trouve à environ 2400 km. L'île de Tristan da Cunha ne compte actuellement que 229 habitants. Dans une communauté aussi restreinte, chacun est soit le cousin, soit l'oncle, ou peut-être simplement l'ami de quelqu'un. Mais une chose est certaine, tout le monde se connaît. Il n'y a pas plus de 10 noms de famille sur l'île, correspondant à seulement 10 lignées différentes. Rejoindre cette île relève d'une véritable épopée. Aucun aéroport n'y est présent, rendant le voyage exclusivement maritime. En règle générale, il faut prévoir une traversée de plusieurs jours depuis l'Afrique du Sud. L'île est régulièrement desservie par seulement 3 navires, effectuant ensemble moins d'une douzaine de voyages par an. Certaines compagnies de croisière l'intègrent à leurs itinéraires, mais il est essentiel d'organiser votre séjour à l'avance, en raison du nombre restreint de places disponibles sur les bateaux au départ du Cap. De plus, une autorisation préalable de débarquement est obligatoire. Bien que l'île ne dispose pas d'hôtels classiques, plusieurs maisons d'hôtes sont à votre disposition, et il est même possible de loger chez l'habitant. Les locaux vous offriront un hébergement confortable, 3 repas quotidiens et des services de blanchisserie. À noter que 88% des frais versés reviennent directement à la famille insulaire, tandis que seuls 12% sont perçus sous forme de taxes. Par ailleurs, le coût de l'hébergement est étonnamment accessible. En 2024, il s'élevait à environ 30 livres pour une pension complète. En effet, l'île utilise la livre sterling, étant un territoire britannique d'outre-mer, mais elle dispose également d'une monnaie locale, la livre de Sainte-Hélène, équivalente à la livre sterling. Incidemment, cela ne fait qu'environ 80 ans que l'île a commencé à utiliser de l'argent liquide. En 1942, la base navale a introduit le paiement des salaires en espèces, permettant aux habitants de Tristan de passer d'une économie de troc à un système monétaire. Ce changement leur a également offert la possibilité de réaliser leurs premiers achats en argent comptant. À titre de conseil, préparez tout ce dont vous pourriez avoir besoin avant de partir, car vous ne trouverez certainement pas d'hypermarché sur place. Pour être clair, il y a bien une supérette, mais elle ne ressemble guère aux interminables rayons débordant de gigantesques pots de mayonnaise dont vous avez peut-être l'habitude. Le magasin de Tristan da Cunha, souvent désigné comme le supermarché, n'a ni vitrines en verre ni publicité flamboyante. Pour être franc, il évoque davantage une grange abandonnée vue de l'extérieur. Mais en dépit de son apparence modeste, il joue un rôle essentiel en offrant des produits de première nécessité pour compléter les denrées locales. Les résidents doivent commander leurs articles des mois à l'avance, ceci arrivant avec les rares navires. Ce magasin est ouvert du lundi au vendredi. Les habitants cultivent encore aujourd'hui leurs propres légumes et élèvent du bétail. Le supermarché est devenu une ressource indispensable pour des produits tels que la farine, le sucre ou encore des denrées d'épicerie variées, y compris du pain surgelé et des produits typiques des supermarchés britanniques ou sud-africains. Bien que l'économie de l'île repose principalement sur la pêche, en particulier celle des langoustes, les insulaires demeurent largement autosuffisants. Dirigeons-nous maintenant vers une autre destination tout aussi ardue à atteindre, mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de l'infâme Hypoxia City, surnom donné à l'endroit où l'oxygène est le plus rare sur Terre. Bien entendu, ce n'est qu'un sobriquet. Son véritable nom est la Rinconada, située au Pérou. Pour atteindre la Rinconada, il faut gravir plus de 5 km dans les montagnes, ce qui n'a rien d'étonnant pour la ville la plus haute du monde. Malgré son accès difficile, elle accueille une population bien plus importante que Tristan da Cunha, entre 30 000 et 50 000 habitants.
Alors que l'île isolée évoque une certaine quiétude idyllique, la cité péruvienne de la Rinconada présente une toute autre réalité. Le paysage urbain se compose essentiellement d'habitations basses, avec des services de base largement insuffisants. La Rinconada n'a ni approvisionnement fiable en eau courante, ni système d'assainissement. L'absence de collecte des déchets oblige les résidents à les brûler ou à les enterrer eux-mêmes. Jusqu'au début des années 2000, la Rinconada ne bénéficiait pas d'accès à l'électricité. La plupart des biens, y compris les denrées alimentaires essentielles, doivent être acheminés de l'extérieur. Bien qu'elle ait été à l'origine une ville minière, elle offre aujourd'hui une diversité d'activités économiques. Certains s'orientent vers le commerce, que ce soit de la nourriture, des vêtements ou d'autres biens. Tandis que d'autres proposent des services variés, voire des toilettes publiques. D'un point de vue architectural, la Rinconada a très peu à offrir. Le paysage est dominé par des cabanes précaires en tôle ondulée, souvent instables et rongées par la rouille. Ce choix de matériaux repose avant tout sur des considérations pratiques. Ces tôles métalliques sont légères et faciles à transporter jusqu'aux glaciers par les mineurs. Hélas, ces habitations n'offrent aucune isolation adéquate, exposant leurs occupants au froid glacial, quoique la laine des moutons locaux, réputée pour ses propriétés isolantes, soit disponible. Quelques maisons en pierre, plus robustes, existent, mais restent rares, et sont principalement occupées par des mineurs plus fortunés. Si l'architecture de la Rinconada laisse à désirer, ces panoramas, eux, sont à couper le souffle. Depuis presque chaque point de la ville, il suffit de lever les yeux pour admirer la Bella Durmiente, ou Belle au bois dormant, un glacier majestueux qui domine le paysage. Atteindre la Rinconada est loin d'être simple. La première étape consiste à prendre un vol pour l'aéroport international Alejandro Velasco Astete à Cusco, au Pérou. Une fois à Cusco, vous pourrez emprunter un train ou un bus en direction de Puno, situé à proximité du lac Titicaca. C'est à partir de là que les choses se corsent. Pour monter jusqu'à la Rinconada, il faut souvent compter sur l'autostop ou trouver un véhicule en direction des montagnes. Il existe peut-être quelques bus, mais ils ne suivent aucun horaire précis. Si vous êtes aventureux, vous pouvez louer une voiture. Mais attention, les routes sont souvent accidentées et difficiles à parcourir. Un peu de prudence est donc indispensable pour cette expédition. Contrairement à Tristan da Cunha, qui a adopté l'argent liquide dans les années 40, la Rinconada s'appuie peu sur la monnaie. Son économie repose presque exclusivement sur les mines d'or, qui sont non surveillées, non réglementées et souvent très dangereuses. Les mineurs travaillent selon un système de cacoreo. Pendant 30 jours, ils extraient le minerai sans être payés. Puis, le 31e jour, ils peuvent emporter tout le minerai qu'ils peuvent charrier en guise d'unique rémunération. La Rinconada ne dispose pas de banque, mais plusieurs agences de transfert d'argent permettent aux mineurs d'envoyer de l'argent à leur famille. Cependant, les montants varient énormément, car le cacoreo n'est pas un salaire fixe. C'est une question de chance, la Suerte. Notre prochaine destination est le Svalbard, une terre qui pourrait paraître inhospitalière en raison de son climat rigoureux. Pourtant, ses habitants accueillent tout le monde avec chaleur et sans formalité. Aucun visa n'est nécessaire pour visiter ou même travailler sur place. Situé aux confins du monde, Svalbard séduit par son charme unique et solitaire. La capitale, Longyearbyen, héberge une communauté remarquablement variée, avec plus de 50 nationalités représentées parmi ses 2400 habitants. Et il n'est pas rare de croiser un ours polaire qui s'aventure parfois en ville. Les espaces de vie sont réduits, il n'y a qu'un seul supermarché, et les rues, numérotées plutôt que nommées, contribuent au charme singulier de la ville. Longyearbyen dispose également d'un centre universitaire accueillant environ 300 étudiants. Fait surprenant, tous doivent apprendre à manier des armes à feu, une mesure de sécurité indispensable dans la nature sauvage environnante. Fondée initialement comme ville minière, à l'instar de la Rinconada, Longyearbyen s'est désormais tournée majoritairement vers le tourisme. Pourtant, une coutume originale de l'époque minière persiste. Visiteurs et habitants retirent leurs chaussures en entrant dans les hôtels et les restaurants, une habitude destinée à préserver les lieux de la poussière de charbon. Notre dernière destination aujourd'hui est l'île Palmerston, un atoll corallien reculé des îles Cook, situé à environ 470 km au nord-ouest de Rarotonga. Le célèbre explorateur James Cook y a accosté le 16 juin 1774. À une époque où l'île était inhabitée, bien que des tombes anciennes y aient été découvertes. Aujourd'hui, l'île compte une petite communauté de seulement 25 habitants,
descendant pour la plupart de William Masters, un marin anglais du 19e siècle. Arrivé en 1863 avec 2 épouses polynésiennes, il en a ensuite pris une 3e et a eu 23 enfants. La pêche constitue le pilier de l'économie locale, évoquant un mode de vie de subsistance en raison de l'isolement de l'île. Malgré cela, les habitants disposent de commodités modernes et de services de communication. Et, bien que l'île ne possède pas d'aéroport, des cargos y font escale à intervalles réguliers. Il y a 1000 ans, près de l'actuel St. Louis, dans le Missouri, se trouvait une ville animée et dynamique appelée Cahokia. C'était une ville amérindienne, la plus grande et la plus influente de la culture mississippienne. À son apogée vers 1050 avant notre ère, Cahokia abritait jusqu'à 30 000 personnes, ce qui en faisait une ville plus grande que Paris à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cahokia n'avait pas de grand marché. Habituellement, le commerce était le pilier de toute grande ville, et pourtant celle-ci suscite l'intérêt des archéologues. C'est parce que Cahokia ne se consacrait pas au commerce. C'était une question de culture, de communauté et de fêtes. Les habitants y organisaient d'immenses fêtes qui duraient plusieurs jours. La caractéristique la plus grandiose de la ville était sa place de 50 acres, entourée de pyramides de terre impressionnantes. Cet espace immense pouvait accueillir plus de 10 000 personnes. Imaginez-les toutes réunies là-bas pour des festivités, dansant, buvant des cafés et des thés, festoyant de viande de cerf et pariant sur des sports. Les événements étaient extrêmement animés. Les Cahokiens portaient des costumes impressionnants, coiffaient leurs cheveux de manière intéressante et décoraient leur corps de tatouages. Les athlètes jouaient à un jeu appelé Chunky, où ils lançaient des lances sur un disque de pierre roulant, en compétition pour s'en approcher le plus possible. Le rugissement de la foule emplissait l'air, et les artistes démontraient leur talent. Ces célébrations étaient aussi sauvages qu'elles ont laissé des traces dans l'histoire. Après la fin des fêtes, les Cahokiens nettoyaient en jetant les restes dans des fosses. Les archéologues ont découvert ces fosses à déchets et elles étaient remplies de restes alimentaires et de poteries. Une seule fosse contenait les restes de 2000 cerfs, et cela provenant d'un seul événement. Ils ont également trouvé des traces de oud yopon, une plante caféinée qui était échangée depuis des centaines de kilomètres. Cela montre à quel point les Cahokiens mettaient du soin et de la réflexion dans leurs célébrations. Aimeriez-vous vivre dans une ville comme celle-ci? Mais outre les plaisirs et les jeux, Cahokia était aussi profondément complexe et spirituel. La ville était construite sur un paysage qui mêlait terre sèche et zones marécageuses. Beaucoup de gens croyaient que cela symbolisait la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants de Cahokia voyaient leur ville comme un pont entre ces deux royaumes. Ils ont construit des monticules de terre, à la fois pour des cérémonies et des rituels, et comme support de construction. Ces monticules s'élevaient des zones marécageuses. Pendant ce temps, les gens s'installaient dans les endroits plus secs. Des chemins surélevés reliaient ces quartiers, créant un lien physique entre la vie et la mort. N'est-ce pas triste que certaines métropoles anciennes, qui rivalisaient en taille avec les villes modernes, aient simplement disparu? L'histoire de Cahokia s'est terminée en silence vers 1350 de notre ère, lorsque la ville a été abandonnée. Tout cela à cause de changements environnementaux et climatiques, d'inondations et d'autres problèmes. Mais l'influence de Cahokia était si grande qu'elle s'est étendue à des endroits éloignés. Certaines de leurs traditions, comme le Chunky et le thé yopon, ont survécu dans les communautés autochtones jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Cahokia est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas la seule mégalopole que nous avons perdue. Il y a environ 5000 ans, les habitants de la vallée de l'Indus ont construit certaines des premières villes du monde. Mohenjo-Daro était une ancienne ville située dans l'actuel Pakistan. La ville a été construite vers 2500 avant notre ère, et à cette époque, elle était un centre florissant de la civilisation de l'Indus. Bien sûr, elle était bien plus petite que les villes modernes, mais elle était assez grande pour l'époque, environ 40 000 habitants. Il semble que les habitants étaient des gens extrêmement stricts et disciplinés.
La planification et l'organisation de la ville étaient incroyables. Elle était aménagée selon un schéma en grille. Les rues et les bâtiments importants étaient alignés selon l'axe nord-sud, probablement pour correspondre au mouvement du Soleil et de la Lune. Ils ont également construit l'un des systèmes les plus avancés de gestion de l'eau et des déchets de leur époque. La ville comptait environ 700 puits. Presque chaque maison avait son propre puits. La plupart des habitations avaient également des salles de bain privées, avec des systèmes de drainage et même des égouts souterrains. Cela montre à quel point ces personnes étaient compétentes pour rester propres. Et avec toute cette discipline, il semble qu'il n'y ait pas eu de roi, reine ou même de gouvernement central. Ils pouvaient encore avoir une certaine autorité, comme des élites locales ou des responsables élus, mais pas une monarchie stricte classique ni une religion. Au lieu de cela, les gens là-bas se soucièrent de la simplicité et de l'ordre. Ils se géraient eux-mêmes en ayant des méthodes standardisées pour faire les choses, depuis la fabrication des outils et de la poterie jusqu'à la façon dont ils commerçaient. C'est pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres villes, Mohenjo-Daro n'avait pas de grands palais, temples ou monuments. À la place, ils avaient des zones publiques appelées citadelles. Les gens se réunissaient dans les citadelles pour des rituels, des réunions et le stockage de céréales. Et il semble que ce mode de vie ait parfaitement fonctionné. Les scientifiques ont trouvé des seaux et des poids, ce qui signifie que l'économie était bien régulée. Les archéologues ont découvert des artefacts complexes tels que l'ivoire, le lapis-lazuli, les perles de cornaline et les bijoux en or. Une autre découverte célèbre est la petite statue en bronze, connue sous le nom de danseuse, qui a été découverte en 1926. Mohenjo-Daro n'était pas du tout pauvre. Et ils ont également réalisé des bâtiments impressionnants. Rester propre était manifestement bien plus important pour eux que des démonstrations de richesse ou de pouvoir. Ainsi, ils ont créé le Grand Bain, l'une des structures les plus célèbres de la ville. C'est une grande piscine étanche, construite avec des briques cuites, perchée sur un monticule de terre, ressemblant presque à un lieu religieux, le plus proche qu'ils avaient d'un temple. Pendant ce temps, la ville elle-même a été construite sur une série de monticules. Ils ont grandi au fil des siècles, à mesure que les gens ajoutèrent de nouvelles maisons et structures. Pourquoi la ville est-elle tombée? Personne ne le sait vraiment. Il y a quelque chose de mystérieux à propos des sculptures que les archéologues ont découvert. Beaucoup d'entre elles semblent avoir été intentionnellement brisées. Cela signifie que les habitants ultérieurs de la ville, peut-être des envahisseurs ou autres, les ont détruites pour une raison quelconque. Certains scientifiques pensent pas que le fleuve Indus a peut-être changé de cours, perturbant ainsi l'agriculture et le commerce. Mais il n'y a aucune preuve d'une inondation ou d'un quelconque grand événement de ce genre. Il semble simplement qu'avec le temps, l'ensemble de la civilisation de l'Indus s'est peu à peu estompé. Vers 1900 avant notre ère, la culture avait évolué et n'avait pas laissé grand-chose derrière elle. Laissez-moi vous parler de l'ancienne ville de Kos, qui rime avec Klo, située là où se trouve aujourd'hui la ville moderne de Kos en Grèce. Imaginez arriver par la mer, et la première chose qui vous frappe est la grandeur immense de son agora, cette vaste place publique construite avec des pierres de différentes couleurs, agencée sur des terrasses qui s'élèvent au-dessus de vous. C'était l'une des plus grandes du monde antique, et elle faisait forte impression sur quiconque approchait de la ville. Cet endroit a une riche histoire remontant à environ 223 avant notre ère. Il y a longtemps, les habitants locaux se sont rassemblés de différentes parties de l'île pour former une nouvelle ville dans le nord-est. Des gens y ont vécu depuis l'âge du bronze, et avec le temps, elle est devenue un centre d'une importance capitale pour la culture et le commerce. Et pas étonnant, puisqu'il se trouve juste à côté d'un port naturel. Le port était abrité par 2 brise-lames, et les gens y ont construit certains des sites religieux les plus importants, y compris les sanctuaires d'Aphrodite et d'Héraclès. Kos n'était pas seulement belle, cependant, elle avait un design brillant. Toute la ville était disposée en une grille ordonnée, avec des rues se croisant à des angles droits parfaits, ressemblant littéralement presque à une ville moderne. Grâce à cela, se déplacer était super facile, et les blocs, ou insulae, étaient assez grands pour contenir plusieurs grandes maisons. Kos est restée largement inchangée jusqu'au VIe siècle de notre ère. Au fil du temps, elle a commencé à rétrécir progressivement,
confinés à l'intérieur des murs de ce qui est maintenant le quartier de Cora. Palmyre était une ancienne ville construite autour d'une belle oasis à un moment donné au cours du 3e millénaire avant notre ère. Initialement connue sous le nom de Tadmor, cette ville a prospéré en tant qu'étape majeure sur la route de la soie, reliant le Proche-Orient à l'Asie. C'était un centre florissant de commerce et de culture. Ils avaient un marché, des bâtiments d'assemblée, des portes grandioses. En d'autres termes, cet endroit foisonnait de vie. La ville est passée entre de nombreuses mains au cours de son histoire. Des Byzantins aux califats arabes. C'est probablement pour cela qu'elle possédait une architecture impressionnante. Un mélange intéressant d'influences gréco-romaines, perses et arabes. Le temple de Bel, la grande colonnade et un théâtre de style romain. Mais comme tous les autres, il s'est détérioré avec le temps. L'importance de Palmyre a diminué, et au début des années 1400, elle avait été largement détruite. Mais au moins, ces ruines sont restées. À présent, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous franchissez cette petite porte de pierre à Hiérapolis, en Turquie, vous risquez de ne jamais en revenir vivant. Dans l'Antiquité, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une sorte de portail vers les enfers. Les Romains entraient avec des taureaux en parfaite santé, et après quelques minutes, ils voyaient ces animaux s'effondrer, comme s'ils avaient été frappés par une force mystérieuse. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est qu'il n'arrivait rien aux hommes, qui entraient et sortaient sans problème. Aujourd'hui, des études pourraient apporter une réponse à ce phénomène étrange. Tout cela serait lié à la taille des personnes. La porte, connue sous le nom de Plutonium, du nom de Pluton, la divinité du monde souterrain, est une porte de pierre qui ouvre sur une petite grotte de 3 mètres carrés. Mais le vrai danger est ce qui se passe en dessous. Hiérapolis se trouve sur une zone géologique très active. Et une grande fissure sous la ville émet constamment du dioxyde de carbone volcanique qui se présente sous la forme d'un brouillard visible. Pendant la journée, le soleil dissipe le gaz. La nuit, le gaz forme une sorte de lac sur le sol abrité de l'arène. À l'aube, vous devez sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Cet endroit est particulièrement dangereux juste avant le lever du soleil, lorsque la concentration de dioxyde de carbone, à environ 40 cm au-dessus du sol, atteint les 35%. Cela signifie que les oiseaux, les taureaux et même les humains peuvent suffoquer et mourir en quelques minutes. Mais il y a une explication scientifique qui permet de comprendre comment les Romains s'en sortaient indemnes. La concentration en dioxyde de carbone diminue rapidement avec l'altitude. Ainsi, les animaux périssaient tandis que leurs maîtres, plus grands et debout, pouvaient ressortir et respirer en toute sécurité. La plupart des gens ne peuvent pas rester à l'intérieur du fort de Bangar après le coucher du soleil. Ce site du XVIe siècle, situé à environ 235 km de Delhi, est considéré comme l'un des lieux les plus hantés de l'Inde. Pendant la journée, la zone est animée. Les visiteurs franchissent la porte principale, autrefois grandiose, pour admirer les ruines des temples et des palais. Mais ils verront aussi ce grand panneau sur la porte, qui avertit tout le monde que l'accès est strictement interdit après la tombée de la nuit. C'est probablement parce que, la nuit, selon les habitants, on peut entendre des femmes crier et pleurer à cet endroit, ainsi que des bruits de bracelets qui s'entrechoquent et de la musique étrange. D'autres ont rapporté avoir vu des ombres et des lumières clignotantes dans les ruines, et même avoir senti un étrange parfum. Yawata no Yabushirazu est une forêt japonaise dont l'accès est extrêmement réglementé. Située à Ichikawa, elle n'est pas très vaste, s'étendant sur un peu plus de 33 mètres carrés, et elle est principalement constituée d'une épaisse parcelle de bambou mozo. Son emplacement à côté d'un parking et de bâtiments modernes la rend peu intimidante. Mais ne vous fiez pas à ses apparences. Depuis au moins le début du 19e siècle, les gens disent que quiconque entre dans cette forêt est voué à disparaître et à ne jamais revenir. Ainsi, dès votre arrivée, un panneau situé à proximité de la forêt vous informe de son histoire et de la malédiction qui y serait associée. Certaines rumeurs évoquent la présence effrayante d'un ancien seigneur samouraï qui se promènerait dans les parages. D'autres légendes affirment que la forêt cache un puits sans fond, rempli de gaz toxiques. Que ces histoires soient vraies ou non, aujourd'hui, la zone est entourée de murs de pierre et il est toujours strictement interdit d'y pénétrer. Dans une vallée portant le nom de Dark Country Forest, dans le Connecticut, vous trouverez Dudley Town, mais vous ne devez absolument pas y pénétrer.
Non seulement le terrain est une propriété privée depuis les années 1920, mais il est également connu comme l'un des endroits les plus effrayants de la planète. Cet endroit a été colonisé pour la première fois au début des années 1740, et bon nombre des premiers colons appartenaient à la famille Dudley. C'est pourquoi on l'appelle Dudley Town. Une rumeur locale veut que les fondateurs de la ville descendent d'Edmund Dudley, un noble anglais condamné à la peine capitale pour trahison. La légende dit que cette malédiction a suivi la famille Dudley de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'en Amérique. Ce malheur serait à l'origine de mauvaises récoltes, de problèmes mentaux et de plusieurs incidents tragiques dans le village. Encore une fois, il ne s'agit que de rumeurs, car les historiens n'ont trouvé aucune preuve réelle pour étayer ces affirmations. Néanmoins, l'obscurité et l'atmosphère sinistre du lieu ont alimenté les histoires de fantômes dans les années 80. Cela a conduit à de nombreux cas de vandalisme au cours de la décennie suivante, et à cause de cela, les propriétaires fonciers ont fermé la zone au public. Ce vieux bâtiment abandonné était autrefois le palais luxueux de la famille du roi Farouk, qui fut l'avant-dernier roi d'Égypte en 1936. Après le décès des membres de sa famille, le palais a été transformé en morgue. Les habitants de la région affirment qu'aujourd'hui, l'endroit est vraiment effrayant et interdit d'accès. Certaines personnes ont déclaré avoir vu des ampoules vaciller et des ombres se déplacer en produisant des bruits étranges. Un jour, un groupe d'enfants serait entré à l'intérieur et aurait complètement paniqué en découvrant que toutes les portes avaient soudainement disparu, les laissant dans l'obscurité la plus totale. Ils n'auraient eu d'autre choix que de crier à l'aide. Cette île hawaïenne est interdite d'accès depuis plus d'un siècle. Elle s'appelle Niihau et est la plus petite île habitée d'Hawaï, avec une superficie d'environ 180 km². Elle compte environ 84 habitants. L'île ne dispose pas de réseau de téléphonie mobile, de routes goudronnées ou de lignes électriques, seulement de panneaux solaires pour l'électricité. Une seule famille est propriétaire de l'île depuis 1964, lorsqu'un fermier écossais l'a achetée pour $10 000. Ce qui équivaudrait à environ $250 000 aujourd'hui. L'île est restée dans la famille, transmise aux descendants du fermier, les Robinson. Depuis, elle est restée privée et son accès est donc très restreint et se fait essentiellement sur invitation. Les tunnels d'Erdstall sont un réseau d'environ 2000 passages souterrains mystérieux que l'on trouve principalement en Europe centrale, notamment en Autriche et en Bavière. Ces tunnels sont généralement étroits et exigus, souvent juste assez large pour qu'une personne puisse s'y faufiler à la fois, et on pense qu'ils remontent au Moyen-Âge, peut-être au XIIe siècle. Ce qui intrigue le plus dans ces tunnels, c'est leur raison d'être. Malgré de nombreuses recherches, personne ne sait vraiment pourquoi ils ont été construits. Une théorie veut qu'ils aient été utilisés pour le stockage, mais comme beaucoup d'entre eux se trouvent en dessous du niveau de la mer et sont parfois remplis d'eau, cela ne semble pas très pratique. Ces tunnels ont des sections très étroites, assez angoissantes, et des chutes soudaines, ce qui ne semble pas non plus pratique pour un usage ordinaire. Voies d'évacuation, cachettes, lieux de spiritualité par exemple. Pour rendre les choses encore plus mystérieuses, on n'y a trouvé aucun artefact, ce qui rend leur raison d'être encore plus difficile à expliquer et à comprendre. Depuis 2019, les aventuriers peuvent se faire arrêter s'ils tentent d'escalader ce rocher. Uluru, également connu sous le nom d'Ayers Rock, est interdit d'accès car il est désormais considéré comme un site sacré par les communautés locales. Mais le fait qu'il soit aussi extrêmement dangereux a probablement joué un rôle important dans la décision de le fermer aux visiteurs. Ce rocher mesure 348 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 80 étages. L'ascension de son sommet peut être très glissante, et les températures peuvent y atteindre 47 degrés Celsius en été, ce qui a entraîné des décès dus à la déshydratation et à des coups de chaleur. Un phénomène encore plus effrayant se produit au sommet du rocher juste après les orages. Lorsqu'il pleut, de petits crustacés ressemblant à des têtards, et qu'on appelle des triopes, éclosent dans les trous d'eau temporaires et les bassins rocheux de l'Uluru. Ces créatures aux allures d'extraterrestres mesurent environ 7,6 cm de long et répandent leurs œufs super résistants un peu partout. Lorsque les pluies estivales sont au rendez-vous, ces petites bêtes éclosent puis se déchaînent, se nourrissant des micro-organismes et des bactéries présents dans l'eau. On ne sait toujours pas comment ces étranges créatures se retrouvent dans les bassins éphémères au sommet de l'Uluru, mais selon toute vraisemblance, c'est le vent qui transporte leurs œufs jusque-là.
Le pôle sud ne se limite pas à des manchots et une étendue infinie de neige. Un monde fantomatique y est enfoui. Observez, il se situe précisément ici sur le globe terrestre. Ne confondez pas l'Antarctique avec l'Arctique, qui se trouve au sommet de nos cartes, est bien plus petit et, disons-le franchement, bien moins énigmatique. La calotte glaciaire de l'Antarctique mesure de 2 à 5 km d'épaisseur, soit l'équivalent de 16 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Cette immense couche de glace masque les véritables reliefs et contours du sol antarctique. Nos connaissances sur ce continent mystérieux demeurent limitées, en grande partie à cause de l'omniprésence de la glace et de la neige. Nous ignorons encore la forme exacte et les dimensions précises de cette terre. Cartographier l'Antarctique sans outils titanesques est une tâche d'une complexité extrême. Les satellites, toutefois, ont appris à pénétrer la glace grâce à leurs caméras de pointe. Aujourd'hui, nous savons qu'un paysage ancien, colossal et spectaculaire repose sous cette neige, une sorte de fantôme du passé. Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique était un lieu bien plus chaud. Ce territoire abritait une forêt tropicale luxuriante, riche en espèces végétales et grouillante de vie. Des rivières y coulaient, dessinant un paysage foisonnant. Puis la glace a tout recouvert. Ce bouleversement a eu lieu il y a environ 34 millions d'années, lors de la transition de l'Éocène à l'Oligocène, une période marquée par un refroidissement significatif de notre planète. C'était le début de l'une des nombreuses ères glaciaires. La Terre subsista, mais fut ensevelie sous une couche de glace et de neige de plus en plus épaisse. Pour l'œil non averti, l'Antarctique est devenu un désert blanc, vaste, uniforme et dépourvu de relief. Les millénaires passèrent, et l'épaisse calotte glaciaire continua de se mouvoir, polissant et transformant le sol. Au fil de millions d'années, elle modifia l'apparence du continent. Aujourd'hui, si l'on examinait le sous-sol, il ne subsisterait pratiquement aucun vestige du pôle sud originel, à une exception près. Dans les régions où la glace est exceptionnellement épaisse et presque immobile, comme en Antarctique orientale, elle joue un rôle inverse. Elle agit comme une couverture particulièrement dense qui protège le sol. En temps normal, des facteurs tels que le vent ou la pluie érodent progressivement le sol, modifiant ainsi sa forme au fil des siècles. Cependant, grâce à cette couche de glace protectrice, ces processus naturels ne parviennent pas à atteindre les strates sous-jacentes. Ainsi, le sol est demeuré presque intact pendant des millions d'années, comme s'il avait été figé dans le temps. Cette zone spécifique, située près des bassins subglaciaires d'Aurora et de Schmidt, est désormais surnommée le spectre du paysage antarctique. Cet endroit est resté presque intact depuis qu'il a été recouvert de neige. Il y a 34 millions d'années. Il constitue une empreinte historique unique, capable de révéler l'apparence du sol de l'Antarctique avant qu'il ne devienne ce désert glacé. Lorsque les scientifiques ont exploré l'Antarctique orientale, ils ont mis en évidence un fantôme fascinant. Des traces de rivières anciennes, diverses vallées, de petites îles énigmatiques, ainsi que 3 vastes formations terrestres en forme de U. Mais que signifient-elles exactement? Comme vous le savez, les continents de notre planète sont en mouvement constant, glissant sur un manteau de lave en fusion, comme des céréales dans un bol de lait. Au fil des époques géologiques, ils se sont rassemblés et séparés à maintes reprises. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, un supercontinent nommé Gondwana réunissait plusieurs terres, dont l'Antarctique, qui formait alors une masse unique. Cependant, lorsque le Gondwana s'est fracturé, l'Antarctique a été soumis à de puissantes forces tectoniques. Des fragments de son territoire ont été arrachés les uns des autres et dispersés. C'est ainsi que se sont formés ces grands blocs de terre dissimulés sous l'épaisse couche de glace. Aujourd'hui, les scientifiques souhaitent approfondir l'étude de ce fantôme. Pour cela, ils envisagent de forer la glace, un peu comme on utilise une paille pour atteindre le fond d'un épais milkshake. Cette méthode leur permettra de prélever des échantillons de roches et de sédiments en profondeur, afin d'en apprendre davantage sur l'histoire et le climat de notre planète. L'Antarctique serait le 5e plus grand continent du monde, surpassant l'Europe entière ou l'Australie en taille et rivalisant avec l'ensemble de l'Amérique du Sud. Outre l'Antarctique orientale déjà évoquée, il abrite d'autres régions emblématiques, comme la péninsule antarctique, le pôle Sud, l'Antarctique occidentale et la mer de Ross. Ce continent est en quelque sorte un immense terrain gelé, dont les paysages mystérieux et enfouis restent moins explorés que ceux de Mars. Ce que nous savons avec certitude, c'est que sans sa couverture de glace, il révélerait un monde riche en relief, composé de vastes montagnes, de gigantesques canyons et même de volcans en activité. Certains de ces volcans, d'une taille colossale,
émergent au-dessus des épaisses couches de neige. Rien qu'en Antarctique occidentale, on en dénombre au moins 138, bien que seulement 8 ou 9 soient encore actifs aujourd'hui. L'un des volcans les plus fascinants est le mont Erebus, le plus méridional du continent et également le plus élevé, culminant à environ 4000 mètres. Sous l'épaisse calotte glaciaire, ce géant abrite des cavernes sous-volcaniques d'une beauté exceptionnelle, où les températures sont suffisamment douces pour rester en t-shirt. La péninsule antarctique s'apparente à un assemblage d'îles montagneuses profondément enfouies sous la surface. Elle est composée de roches volcaniques, relativement récentes, faisant partie de l'anneau de feu du Pacifique. Un cercle gigantesque, regroupant des volcans et des zones sismiques autour de l'océan Pacifique. L'Antarctique oriental, quant à lui, représente une région immense, presque aussi vaste que l'Australie. Il s'étend de la côte est du continent jusqu'au pôle sud. Sous ces glaces, on trouve des formations rocheuses extrêmement anciennes, dont certaines se situent dans la zone évoquée plus tôt. Vous savez sans doute que l'Antarctique est presque totalement dépourvu d'humains. Rien d'étonnant à cela, au regard de la température moyenne avoisinant les moins 43 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions extrêmes et la désolation de l'endroit, la vie persiste, et devinez où? Dans les profondeurs de la Terre. En 2017, des chercheurs ont découvert des traces d'ADN d'algues, de mousses, et même de petits animaux inconnus dans de profondes grottes. Cela prouve que, malgré des conditions aussi hostiles, des écosystèmes uniques parviennent à prospérer dans des poches de chaleur isolées sous la neige. Une autre découverte incroyable a eu lieu sous la plateforme de glace de Ross, un écosystème florissant au sein d'une rivière souterraine. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps que des lacs et rivières d'eau douce pouvaient exister dans le sous-sol antarctique. Un jour, un satellite a détecté une faille, et après avoir décidé de l'explorer, ils ont utilisé une foreuse alimentée par de l'eau chaude pour fondre la glace et s'y engouffrer. À leur arrivée dans ces profondeurs, ils ont plongé une caméra dans l'une de ces rivières cachées. Au début, ils pensèrent découvrir simplement des rochers ou des formations similaires. Mais au contraire, ils sont tombés sur des centaines d'amphipodes, de minuscules créatures ressemblant à des crevettes. Les petites créatures se sont immédiatement regroupées autour de l'objectif, obstruant la caméra et empêchant les scientifiques de mener les observations prévues. Cela peut prêter à sourire, mais confirme qu'il existe bel et bien un écosystème au cœur de l'Antarctique. Les chercheurs prévoient désormais de l'explorer en profondeur. Et tout cela n'est là que l'affleurement de ce mystérieux monde souterrain. Sous la neige, ce continent cache également le canyon le plus profond, situé sous le glacier Denman. Bien que la fosse des Mariannes demeure le point le plus profond du globe, il convient de préciser que, géologiquement, elle appartient à la croûte océanique. En 1958, des explorateurs ont mis à jour une vaste chaîne de montagnes enfouies sous la glace, comparable aux Alpes en termes d'altitude. Cette chaîne s'étend sur près de 1200 km, avec des sommets culminant à 2700 mètres d'altitude. Et cette splendeur est ensevelie sous des tonnes de glace. Qui sait ce que nous pourrions encore découvrir ici? L'Antarctique abrite environ 60% de l'eau douce de la planète. Cela signifie qu'une fonte totale de ces glaces aurait des conséquences dramatiques. À titre d'exemple, il existe un glacier apocalyptique, officiellement connu sous le nom de Glacier Thwaites. Ce gigantesque bloc de glace, de la taille de la Floride, est actuellement en train de fondre. Chaque année, cela contribue à une élévation des niveaux marins de 4%. Si ce glacier venait à fondre complètement, le niveau des océans augmenterait de 60 cm. Une hausse qui peut sembler modeste, mais qui serait dévastatrice pour les régions côtières du monde entier. Heureusement, les chercheurs ont constaté que même si sa plateforme glaciaire venait à se désintégrer dans les 50 prochaines années, le glacier lui-même ne disparaîtrait pas aussi vite qu'il le redoutait. Bien qu'il perde encore de la glace à un rythme soutenu, ce processus resterait assez lent. Ces taches sombres sur la calotte glaciaire du Groenland ne sont pas de simples imperfections. Chaque été, la glace, d'ordinaire d'une blancheur éclatante, se teinte de gris dans certaines zones. Cette zone sombre, longtemps restée un mystère, a révélé son secret lorsqu'on a découvert que cette transformation étrange était due à l'apparition d'algues aux teintes rouges, vertes et brunes. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que cette prolifération d'algues ne cesse de croître. La zone sombre s'assombrit davantage, et l'apparition de microbes inquiétants pourrait bientôt suivre. Il est désormais impératif que le reste du monde s'en inquiète.
La calotte glaciaire du Groenland, véritable géant de glace, recouvre environ 80% de l'île et abrite près de 8% des réserves mondiales d'eau douce sous forme de glace. Pendant la majeure partie de l'année, elle s'étend telle une vaste étendue immaculée. Cependant, à l'arrivée de l'été, lorsque les températures augmentent, des changements commencent à apparaître. La fonte de la glace dévoile des affleurements rocheux sur la côte, tandis qu'en progressant plus en profondeur vers l'intérieur des terres, la glace blanche autrefois uniforme devient plus sombre. Cette zone, d'environ 400 km de long et 100 km de large à son point le plus étendu, présente ce phénomène intrigant pour deux principales raisons. La première cause est liée au carbone noir. À l'image de la poussière qui s'accumule sur vos meubles, la calotte glaciaire du Groenland subit un processus similaire. Le vent transporte des particules de poussière et de suie jusqu'à ces régions glacées. Mais contrairement à votre mobilier, impossible d'éliminer cette accumulation d'un simple coup de chiffon. Sur les glaces du Groenland, ce mélange de particules fines s'installe pour des millénaires. Ainsi, cette zone sombre est recouverte d'une fine couche de poussière accumulée au fil du temps. En 2014, des chercheurs ont étudié ce dépôt et constaté que les régions les plus sombres de la glace contenaient une concentration élevée de carbone noir. Ce carbone noir ne s'est pas formé par hasard. En réalité, il est issu principalement des fumées générées par d'anciens incendies de forêt au nord du Canada et en Alaska. Comme on peut s'en douter, le carbone noir étant lui-même de couleur foncée, il provoque un obscurcissement de la surface de la glace. La deuxième cause majeure de la transformation estivale de la calotte glaciaire concerne les algues mentionnées plus tôt. Il s'agit principalement de deux espèces, l'Ancylonema alaskana et l'Ancylonema nordenskjoldi. Ces algues affectionnent particulièrement les environnements d'eau froide. Durant l'hiver, elles entrent dans un état de dormance et restent profondément enfouies dans la glace, attendant des conditions favorables pour réapparaître. Lorsque le printemps arrive, ces algues commencent progressivement à remonter à la surface. À l'approche de l'été, elles sont prêtes à fleurir et à profiter de presque 24 heures de lumière solaire chaque jour pour effectuer la photosynthèse et croître. En temps normal, ces algues affichent une teinte verte, mais une fois exposées au soleil, elles se teintent de brun, ce qui constitue une méthode naturelle de protection contre les rayons ultraviolets nocifs. Ce changement de couleur contribue également à l'assombrissement des glaces du Groenland. Jusqu'à présent, ce comportement était normal. Ce qui est véritablement préoccupant, c'est que les floraisons d'algues augmentent en taille chaque année. Ce phénomène s'explique par le fait qu'elles prospèrent grâce au phosphore, un nutriment abondant dans cette région, provenant d'un minéral appelé hydroxyapatite. Ce dernier se retrouve dans une roche qui se décompose en minuscules particules de poussière, transportées par le vent à travers la glace. Avec le réchauffement climatique, les roches deviennent plus sèches et des vents plus puissants soulèvent davantage de poussière. Cette augmentation entraîne plus de phosphore, favorisant ainsi une croissance accrue des algues. Vous saisissez ? Il s'agit d'un cycle qui s'aggrave d'année en année. L'étude de ce phénomène est donc essentielle pour comprendre pourquoi la zone sombre continue de s'étendre. Entre 2000 et 2012, sa superficie a crû de 12%. Vous vous interrogez peut-être sur la gravité de cette situation. Après tout, n'est-ce pas simplement de la glace qui devient plus sombre? Eh bien, pas tout à fait. Pensez à votre aversion à porter des vêtements noirs par une journée chaude et ensoleillée. Ceux-ci absorbent la chaleur et vous font suffoquer. Cela s'explique par le fait que les surfaces sombres captent davantage de lumière solaire. Il en va de même pour la glace. Ensemble, la poussière, le carbone noir et les floraisons d'algues sont responsables d'environ 70% de la variabilité de l'albédo sur la calotte glaciaire du Groenland. L'albédo est un terme technique qui désigne la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. Si l'on compare deux surfaces, l'une blanche et brillante, l'autre sombre et rugueuse, la surface blanche reflètera une grande quantité de lumière et de chaleur, ce qui lui conférera un albédo élevé. À l'inverse, la surface sombre absorbera plus de lumière et de chaleur, ce qui résulte en un albédo faible. Durant l'été, la calotte glaciaire du Groenland subit une diminution de son albédo. Cela signifie que la glace capte davantage de lumière solaire, et lorsqu'elle en absorbe plus, elle fond plus rapidement que prévu. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les dynamiques au sein de la zone sombre. Cela permet de prévoir la rapidité de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland et ses répercussions sur le reste du monde. La calotte glaciaire du Groenland est la deuxième plus vaste au monde, couvrant une superficie équivalente à celle de l'ensemble des terres américaines situées à l'est du fleuve Mississippi.
Cette imposante masse de glace présente une épaisseur moyenne de 2,3 km. Mais hélas, le rythme auquel cette glace se perd a explosé. Dans les années 90, le Groenland perdait environ 25 milliards de tonnes de glace par an. Aujourd'hui, ce chiffre est monté à environ 234 milliards, soit près de 10 fois plus de glace fondue chaque année. Selon la NASA, si la totalité de la calotte glaciaire du Groenland venait à fondre, cela entraînerait une élévation du niveau des mers d'environ 7,40 mètres. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour les pays et les villes côtières à travers le monde. Les Pays-Bas pourraient être entièrement submergés, les Bahamas risqueraient d'être presque totalement anéantis, et de nombreuses îles des Philippines pourraient disparaître. Tout cela peut sembler une réalité lointaine, et il est vrai que la plupart des scientifiques estiment qu'il faudrait plusieurs centaines, voire des milliers d'années pour que la calotte glaciaire fonde complètement. Toutefois, il est important de comprendre que le Groenland n'a pas toujours été recouvert par cette épaisse couche de glace. Récemment, des chercheurs ont examiné attentivement des sédiments prélevés au fond d'un carottage de glace de plus de 3 km de profondeur, extrait du centre du Groenland. Ils ont découvert que le sol contenait des traces de bois de saule, des parties d'insectes, des champignons et même des graines de pavot. Ainsi, ces fossiles constituent nos premières preuves directes que la calotte glaciaire du Groenland a fondu dans un passé géologique récent, il y a environ 400 000 ans. À cette époque, le Groenland était recouvert d'un paysage de toundra verdoyante, peuplé d'insectes et de plantes. Cette découverte est à la fois fascinante et inquiétante, car elle indique que la calotte glaciaire s'est effondrée par le passé et pourrait être plus fragile que ce que les scientifiques pensaient initialement. Il y a également une autre inquiétude. Une étude récente a prélevé de l'eau de fonte à différents endroits de la calotte glaciaire du Groenland et a constaté que ces échantillons contenaient des centaines de milliers de microbes. L'inquiétude réside dans le fait que ces microbes pourraient être libérés dans l'océan à l'avenir. De plus, certaines études suggèrent déjà que les zones proches de l'écoulement important de l'eau de fonte glaciaire présentent un risque accru de transmission de virus à de nouveaux hôtes, notamment des animaux aux humains. Bien que les experts estiment que la probabilité qu'un virus menaçant pour l'humanité provienne des glaciers soit très faible, elle n'est pas nulle. En réalité, nous avons peu de connaissances sur les milliers d'espèces microbiennes vivant à la surface de la glace. Et il n'existe tout simplement pas suffisamment de données pour évaluer pleinement les dangers que pourraient représenter ces organismes. Tout cela peut sembler préoccupant, mais il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Il reste encore beaucoup à comprendre sur les facteurs qui assombrissent la calotte glaciaire du Groenland. Nous avons besoin de mesures plus précises concernant l'abondance relative de la poussière, des algues et du carbone noir, ainsi que d'une meilleure compréhension de l'impact potentiel de ces microbes sur nos vies. Plus nous acquérons de connaissances, mieux nous pourrons anticiper les événements à venir et nous préparer en conséquence.